fils d'un éboueur noir sans abri, découvre un millionnaire inconscient avec sa fille ramenée par la marée. Et alors? Dans un monde où les enfants oubliés de la société deviennent invisibles aux yeux de ceux qui comptent le plus, la mer apporte parfois plus que des débris sur les côtes abandonnées des États-Unis. Les vagues s'écrasaient contre la côte du New Jersey avec une indifférence violente, crachant de l'écume et des algues sur la plage rocheuse où Marcus Williams s'était accroupi, ses pieds nus enfoncés dans le sable froid. Au début, il pensait que les formes sombres n'étaient que des morceaux de bois flottés, comme ceux que son père avait l'habitude de ramasser avant que la ville ne le licencie, avant l'expulsion, avant que tout ne s'écroule. Mais le bois flotté ne porte pas de montre de luxe. Marcus se figea, le cœur de ses 12 ans battant à tout rompre dans sa poitrine, tandis qu'il fixait l'homme inconscient étendu sur le sable mouillé. Le costume de l'inconnu, désormais déchiré et taché de sel, coûtait probablement plus cher que ce que sa famille avait vu en plusieurs mois. Mais c'est la petite silhouette serrée dans les bras de l'homme qui coupa le souffle à Marcus. Une petite fille, âgée d'environ 6 ans, les lèvres bleues de froid, la poitrine minuscule se soulevant et s'abaissant dans des halètements superficiels et désespérés. « Monsieur » murmura Marcus, sa voix emportée par le vent du matin. Il tendit une main tremblante et secoua l'épaule de l'homme. Rien. La tête de l'homme pencha sur le côté, révélant une entaille sur sa tempe, le sang se mélangeant aux algues dans ses cheveux grisonnants. « Je m'appelle Marcus Williams, et j'ai appris très tôt que le monde ne s'arrête pas pour aider les enfants comme moi. Quand on est le fils d'un éboueur qui a tout perdu, quand on dort dans des refuges qui sentent le désinfectant et les rêves brisés, on devient un fantôme à la vue de tous. La plupart des gens ne vous voient même pas. Mais ce matin-là, en regardant cet homme et sa fille échoués comme des épaves humaines, je ne pouvais détourner le regard. Les doigts de la fillette étaient glacés quand je les ai touchés. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son, et pendant un moment terrifiant, j'ai cru qu'il était trop tard. Mais ensuite, ses paupières ont battu, et j'ai vu la vie lutter pour rester dans son petit corps. J'avais vu suffisamment de morts dans ces rues pour reconnaître quand quelqu'un était en train de s'éteindre. Et j'avais appris suffisamment sur la survie pour savoir que parfois, vous êtes la seule chose qui sépare quelqu'un de l'obscurité. L'homme s'agita soudainement, les yeux grands ouverts, pris d'une panique sauvage. « Sophia » halta-t-il d'une voix rauque et brisée. « Où est ma fille ?»« Elle est là » dis-je rapidement en désignant la fillette dans ses bras. « Elle respire, mais à peine. Vous avez tous les deux besoin d'aide. » Son regard se fixa sur moi, confus et désespéré. « Qui êtes-vous? Où suis-je » Si vous suivez cette histoire et que vous voulez voir comment un enfant sans abri devient le seul espoir de survie d'un millionnaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite vous montrera que parfois, les plus petites mains recèlent les plus grands secrets. L'inconnu a essayé de s'asseoir, puis s'est effondré en poussant un gémissement qui semblait venir du plus profond de son âme. Et alors que les sirènes commençaient à retentir au loin, j'ai réalisé que sortir cet homme de la mer n'était que le début d'une tempête qui allait soit nous détruire tous les deux, soit révéler une vérité assez puissante pour ébranler les fondements de tout ce que je pensais savoir sur la justice. Lorsque le pouvoir et le désespoir s'affrontent sur les côtes oubliées de l'Amérique, les alliances les plus improbables se forgent dans le sel et la survie. Les ambulanciers sont arrivés comme des vautours tournant autour de leur proie, mais quelque chose m'a semblé étrange dès qu'ils ont posé le pied sur le sable. Leurs uniformes étaient trop propres, leurs mouvements trop calculés. Les vrais ambulanciers se précipitent pour sauver des vies, mais ces hommes se déplaçaient comme des chasseurs se rapprochant de leur proie. « Éloigne-toi d'eux, gamin » a aboyé le chef ambulancier, les yeux froids rivés sur l'homme inconscient. Mais en reculant, j'ai aperçu quelque chose qui m'a glacé le sang. La radio de l'ambulancier a grésillé d'une voix qui n'avait pas sa place dans un hôpital. Confirmez son identité. Si c'est lui, assurez-vous qu'il n'arrive pas conscient à l'hôpital. Mon père m'a appris que les éboueurs voient tout ce que la ville veut cacher. Nous savons quelles maisons jettent des preuves, quelles familles enterrent leurs secrets dans des sacs poubelles. Et en ce moment même, je regardais quelqu'un essayer d'enterrer cet homme vivant. Les yeux de l'inconnu s'ouvrirent à nouveau, se fixant sur moi avec une clarté désespérée. « Je m'appelle James Harrison » murmura-t-il si bas que je fus le seul à l'entendre. « Harrison Industries. Ils ont essayé de nous tuer. Le bateau. » Sa main agrippa mon poignet avec une force surprenante. « Ne les laissez pas emmener Sophia. S'il vous plaît. » Harrison Industries. Même un enfant sans abri connaissait ce nom. L'empire technologique qui employait la moitié de l'État, la société milliardaire qui avait construit ses tours de verre dans le centre-ville où les gens comme moi n'avaient pas le droit d'exister. Les faux médecins s'approchaient avec une civière, le visage masqué par un air de préoccupation professionnelle. Mais j'avais appris à lire les intentions des gens dans les refuges où les prédateurs arborent des sourires aimables. Ce n'étaient pas des guérisseurs, mais des bourreaux. « Monsieur, nous devons examiner votre fille », dit l'un d'eux en tendant la main vers Sophia. Son petit corps tremblait contre la poitrine de son père, les yeux toujours fermés, confiante et vulnérable.
C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Le même instinct qui m'avait permis de survivre dans la rue, qui m'avait appris qu'en courir et qu'en me battre, a crié un seul mot, non. Elle respire bizarrement, ai-je dit à voix haute, en m'interposant entre eux et Harrison. Comme si elle avait avalé quelque chose. Peut-être des drogues ou des produits chimiques présents dans l'eau. J'ai regardé droit dans les yeux le médecin en chef. Ne devriez-vous pas d'abord vérifier s'il s'agit d'un empoisonnement? Mon père disait toujours que les victimes de noyades ont besoin de soins particuliers. Les secouristes ont échangé des regards rapides, irrités, dangereux. Mais mes paroles avaient semé le doute, et les témoins sur la plage commençaient à prêter attention. Un jogger âgé s'était arrêté, un couple qui promenait son chien observait la scène. Soudain, ces hommes ne pouvaient plus faire disparaître 2 personnes sans susciter de questions. « Gamin, écarte-toi. Nous sommes des professionnels de la santé », a grogné le chef des secouristes, mais sa main s'est dirigée vers quelque chose sous sa veste qui n'était certainement pas du matériel médical. Harrison serra mon poignet plus fort. Dans ses yeux, je vis la même peur que celle que j'avais ressentie chaque nuit dans le refuge. La terreur d'être complètement impuissant tandis que quelqu'un d'autorité décidait de votre vie ou de votre mort. Mais voici ce qu'il ne comprenait pas à propos des enfants comme moi. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous avez tout à gagner. Lorsque la société vous traite déjà comme si vous étiez invisible, vous apprenez à utiliser cette invisibilité comme une arme. J'ai arraché Sophia des bras de son père avant que quiconque ne puisse m'en empêcher et je me suis enfui. Derrière moi, des cris ont éclaté. Un véritable chaos, le genre qui attire de vrais policiers, de vrais témoins, de vraies conséquences. Les faux médecins ne pouvaient pas poursuivre un enfant portant une petite fille malade sans se dévoiler. Pas avec les téléphones qui filmaient, pas avec les joggeurs qui appelaient le 911, pas avec Harrison encore en vie pour raconter son histoire. Alors que je courais à travers le sable vers la promenade, Sophia a ouvert les yeux. Pendant un instant qui m'a glacé le sang, elle m'a regardé avec cette confiance que seuls les enfants possèdent, cette croyance que quelqu'un, quelque part, vous rattrapera si vous tombez. « Où est mon papa » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Il est en sécurité. » Ai-je menti, car parfois, les mensonges sont la seule gentillesse que nous pouvons offrir. Mais nous devons nous cacher pendant un moment. Peux-tu être courageuse pour moi? Elle a acquiescé, et dans ce signe de tête, j'ai senti le poids d'une promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Derrière nous, les sirènes hurlaient, mais je ne savais plus si elles venaient nous sauver ou finir ce que les faux secouristes avaient commencé. La donne avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'aider des inconnus. Il s'agissait d'une enfant sans abri de 12 ans qui venait de sauver la fille d'un millionnaire des mains d'assassins déguisés en héros. Et quelque part dans le chaos, une vérité commençait à faire surface, une vérité qui allait soit nous libérer tous, soit nous enterrer plus profondément que la mer ne pourrait jamais le faire. Lorsque les invisibles de la société deviennent les gardiens des puissants, les chasseurs deviennent les proies d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le tunnel de métro abandonné sous le centre-ville était mon refuge depuis 3 mois, depuis que papa avait perdu son emploi et que nous avions perdu notre appartement. Mais maintenant, caché ici avec Sophia blottie contre ma poitrine, j'avais l'impression d'être dans un bunker de guerre. Sa fièvre était tombée, mais son petit corps tremblait encore tandis qu'elle murmurait des fragments de ce qui s'était passé sur ce bateau. « Des méchants sont venus chez nous », murmurait-elle, sa voix à peine audible au-dessus du grondement lointain des trains. Papa avait peur. Il m'a mise dans la pièce spéciale du bateau, mais l'eau est entrée quand même. Une pièce spéciale. Mon esprit s'emballa. Harrison ne s'était pas contenté de fuir, il s'était préparé à cette attaque. Quelqu'un avait prévu de l'assassiner, lui et sa fille, mais James Harrison était plus intelligent qu'on ne le croyait. Pendant que Sophia dormait, je me suis faufilé dans le seul endroit où les enfants sans abri pouvaient accéder à des ordinateurs sans se faire poser de questions, la bibliothèque municipale. Après 3 heures de recherche dans les archives, j'ai découvert une histoire qui m'a glacé le sang. Harrison Industries n'était pas seulement une entreprise technologique. Elle avait développé une technologie révolutionnaire de purification de l'eau qui pouvait fournir de l'eau potable à des millions de personnes vivant dans des régions pauvres, pour un coût dérisoire. Mais leur plus gros investisseur, Victoria Steinberg, avait d'autres plans. Elle voulait vendre cette technologie exclusivement au gouvernement et aux entreprises à des prix élevés, la gardant hors de portée des communautés pauvres qui en avaient le plus besoin. Il y a 2 semaines, Harrison avait annoncé qu'il se séparait du groupe d'investissement de Steinberg afin de distribuer gratuitement cette technologie. Il y a 1 semaine, son bateau avait mystérieusement explosé. Les pièces du puzzle s'emboîtaient comme des balles chargées dans un chargeur. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de déterminer qui vivrait et qui mourrait en fonction de la richesse qu'il possédait. Mes mains tremblaient tandis que j'imprimais tout ce que je pouvais trouver. Des relevés bancaires montrant des paiements mystérieux versés sur des comptes offshore. Des photos de Steinberg rencontrant les mêmes hommes qui s'étaient fait passer pour des ambulanciers.
Des échanges de mails discutant de la suppression des obstacles à la rentabilité. Mais la découverte la plus dévastatrice se trouvait dans un dossier d'entreprise enfoui au fond de documents juridiques. Victoria Steinberg avait déjà déposé des documents pour prendre le contrôle de Harrison Industries, affirmant que James Harrison et sa fille étaient présumés morts dans un tragique accident de bateau. Elle avait planifié leur meurtre et leur nécrologie simultanément. De retour dans le tunnel, j'ai trouvé Sophia éveillée, en train de dessiner sur des bouts de papier journal avec un crayon cassé qu'elle avait trouvé. Ces dessins représentaient un bateau, de l'eau sombre et des bonhommes allumettes tendant les mains vers le ciel. « Sophia, dis-je doucement en m'accroupissant à côté d'elle. Ton papa a des ennuis, mais je pense savoir comment l'aider. Tu te souviens où il gardait ses papiers importants? Peut-être dans un coffre-fort ou caché quelque part. » Ses yeux s'illuminèrent. Le bureau derrière la bibliothèque. Papa m'a montré comment l'ouvrir. Il m'a dit que si quelque chose de grave arrivait, je devais me souvenir des chiffres. 0923. Ma date de naissance. Le 23 septembre. Bien sûr, un père utiliserait la date de naissance de sa fille comme clé pour protéger son avenir. Sophia, nous allons aider ton papa. Mais d'abord, nous devons aller chercher quelque chose chez toi. Quelque chose qui fera disparaître les méchants pour toujours. Elle acquiesça avec la confiance farouche que seuls les enfants possèdent, et à ce moment-là, je compris pourquoi la rue m'avait préparé à cet instant. Chaque nuit passée à me cacher des prédateurs, chaque jour passé à apprendre à lire les véritables intentions des gens, chaque compétence acquise dans l'ombre de la société. Tout cela m'avait préparé à ce moment. Victoria Steinberg avait commis une erreur cruciale. Elle avait supposé que les pauvres n'avaient aucune importance, que les enfants sans abri étaient invisibles, que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais menacer quelqu'un comme elle. Mais elle avait oublié que les personnes invisibles peuvent aller partout, voir tout et tout révéler sans être remarquées. Alors que la nuit tombait sur la ville, je me préparais pour la mission la plus dangereuse de ma vie de 12 ans. Ce soir, j'allais m'introduire dans la maison d'un homme mort pour voler les preuves qui permettraient de faire tomber un milliardaire meurtrier. La guerre entre le pouvoir et la justice était sur le point de commencer, et le champ de bataille serait décidé par celui qui agirait le premier dans l'ombre. Lorsque la vérité devient une arme entre les mains des oubliés de la société, les puissants découvrent que leurs empires peuvent s'effondrer à partir des plus petites fissures. Le manoir Harrison se dressait comme une forteresse de verre et d'acier contre le ciel de minuit, ses fenêtres reflétant les lumières de la ville comme des yeux froids et immobiles. Mais chaque forteresse a ses faiblesses, et la mienne était d'avoir 12 ans, d'être noir et d'être complètement invisible pour les systèmes de sécurité conçus pour détecter les menaces adultes. Alors que des gardes armés patrouillaient les portes d'entrée avec une précision militaire, personne ne surveillait le collecteur d'eau pluviale qui menait directement sous la propriété. C'était le moment où tout allait changer. D'une manière ou d'une autre. Sophia s'accrochait à mon dos tandis que nous rampions dans l'étroit tunnel, ses instructions chuchotées nous guidant vers la maison qu'elle avait considérée comme son foyer avant qu'elle ne devienne une scène de crime. La bibliothèque est dans le bureau de papa, murmura-t-elle à mon oreille, sa petite voix tremblant de souvenir et de peur. Derrière le gros livre vert sur l'eau. L'entrée du sous-sol se trouvait exactement là où elle l'avait indiqué. Nous avons pénétré dans une maison qui ressemblait à un musée de rêves volés. Tout était immaculé, coûteux et froid comme le sol en marbre sous nos pieds. Mais Sophia s'y déplaçait comme si elle était chez elle, parce que c'était le cas. C'était son monde, qui lui avait été volé par des gens qui avaient troqué des vies contre des marges bénéficiaires. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur les surfaces polies, tandis qu'elle me guidait à travers les couloirs bordés de portraits des ancêtres de la famille Harrison. Des hommes et des femmes qui avaient bâti leur fortune sur l'innovation et l'intégrité. Aujourd'hui, leurs descendants gisaient morts parce qu'ils avaient choisi les principes plutôt que le profit. Le bureau était une cathédrale du savoir, avec des murs tapissés de livres qui coûtaient probablement plus cher que le dernier appartement de ma famille. Mais le savoir ne signifie rien s'il ne peut protéger les innocents. Sophia appuya sur un gros volume intitulé « Hydrologie et droits de l'homme » et la bibliothèque pivota vers l'intérieur comme dans un film d'espionnage. Son père s'était préparé à ce moment. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il viendrait le chercher. Derrière le faux mur se trouvait un petit bureau qui ressemblait à une salle de guerre. Les ordinateurs ronronnaient doucement, les classeurs se dressaient comme des soldats silencieux et un coffre-fort encastré dans le mur nous attendait comme une bombe à retardement. Les petits doigts de Sophia dansaient sur le clavier avec une précision exercée, 0923. Le coffre-fort s'ouvrit avec un léger clic qui ressemblait au souffle de la justice. À l'intérieur se trouvaient des documents qui me firent trembler les mains de rage et de révélation. Des contrats montrant le plan de Steinberg pour transformer la pénurie d'eau en armes sur 3 continents. Des enregistrements audio où elle ordonnait l'assassinat de Harrison avec le ton désinvolte de quelqu'un qui commande un café. Des relevés bancaires prouvant qu'elle avait déjà transféré des milliards de dollars de Harrison Industries vers ses comptes personnels. Et le plus accablant de tout,
Un calendrier détaillé montrant qu'elle avait orchestré tout le complot meurtrier tout en se préparant à annoncer la mort tragique de Harrison aux médias. Elle n'avait pas seulement prévu de les tuer. Elle avait prévu de tirer profit de leur mort. Mais alors que je photographiais chaque document avec un téléphone jetable que j'avais acheté avec mes 5 derniers dollars, des bruits de pas résonnèrent dans la maison au-dessus de nous comme le tonnerre annonçant un orage. Fouille de sécurité, dit une voix dure et professionnelle. Steinberg veut que les lieux soient nettoyés avant la cérémonie commémorative de demain. Mon sang se glaça. Il ne se contentait pas de dissimuler un meurtre, il se préparait à le célébrer. Demain, alors que le corps de James Harrison giserait froid et inconnu quelque part sous les vagues, Victoria Steinberg prononcerait un éloge funèbre larmoyant sur son cher partenaire disparu, devant une salle remplie d'investisseurs qui applaudiraient sa prise de contrôle de son empire. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de terreur, mais je posai mon doigt sur mes lèvres. Nous avions obtenu ce que nous étions venus chercher, mais sortir vivant était un tout autre défi. Le collecteur d'eau pluviale prendrait trop de temps. Il nous trouverait avant que nous atteignions le tunnel. Au-dessus de nous, des bottes martelaient le parquet comme lors d'une opération militaire. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait appris sur les infrastructures urbaines pendant ses années de travail dans le secteur de l'assainissement. Toutes les demeures de ce quartier étaient reliées à l'ancien réseau de métro, vestige de l'époque où cette zone était industrielle, avant que les riches ne la gentrifient pour en faire leur terrain de jeu. Si Harrison était assez intelligent pour construire une pièce sécurisée dans son bateau, il était assez intelligent pour construire une issue de secours dans sa maison. Sophia, ta maison a-t-elle une porte au sous-sol qui mène à l'extérieur? Elle acquiesça en montrant un escalier étroit qui descendait dans l'ombre. La cave à vin. Mais elle est toujours fermée à clé. Les serrures n'avaient aucune importance quand on avait appris à survivre dans la rue. Alors que des bottes martelaient le sol au-dessus de nos têtes et que les voix se rapprochaient, je forçai la serrure de la cave à vin à l'aide d'outils que j'avais fabriqués à partir de trombones et de mon instinct de survie. La porte s'ouvrit pour révéler exactement ce que j'espérais. Un tunnel menant directement au système d'entretien du métro. Mais avant de partir, je fis quelque chose qui allait tout changer. À l'aide de l'ordinateur de Harrison, j'ai téléchargé tous les documents, tous les fichiers audio, toutes les preuves vers 3 médias simultanément. Mais pas n'importe quel média. Je les ai envoyés à des journalistes spécialisés dans la dénonciation de la corruption dans les entreprises, ceux qui enquêtaient sur Steinberg depuis des années mais n'avaient jamais eu suffisamment de preuves. Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai utilisé les comptes de Harrison sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo en direct, diffusée depuis l'au-delà. Je m'appelle James Harrison, ai-je tapé, en utilisant ces comptes vérifiés qui le montraient toujours comme actif. Si vous voyez ceci, c'est que Victoria Steinberg a réussi à nous assassiner, ma fille et moi. Mais la vérité a le pouvoir de survivre même à la mort. Vérifiez vos emails, journalistes. Les preuves que vous recherchiez vous attendent. La publication a été mise en ligne au moment même où des bottes ont atteint le bureau au-dessus de nous. Si vous suivez cette histoire et que vous vous demandez comment un enfant sans abri a réussi à déjouer une tueuse milliardaire, cliquez sur le bouton s'abonner. Car la suite prouve que parfois, les voix les plus faibles sont celles qui portent la vérité la plus forte. En quelques minutes, Internet a explosé comme une révolution numérique. Le message « posthume » de Harrison est devenu viral plus vite qu'un feu de forêt en saison sèche. Les chaînes d'information ont interrompu leurs programmes habituels. Les agents du FBI qui enquêtaient secrètement sur l'empire de Steinberg avaient soudainement tout ce dont ils avaient besoin pour procéder à des arrestations. Le bruit des hélicoptères a envahi le ciel nocturne lorsque les agents fédéraux ont débarqué dans le manoir. À travers la fenêtre du sous-sol, j'ai vu des SUV noirs encercler la propriété comme des anticorps attaquant une infection. Alors que les sirènes hurlaient dans la nuit et que les hélicoptères tournaient au-dessus de nos têtes, Sophia et moi sommes sortis du tunnel du métro à 6 pâtés de maison de là. Au loin, nous pouvions voir les lumières clignotantes qui entouraient sa maison. Ce n'étaient plus des gardes de sécurité, mais des agents fédéraux munis de mandats et de menottes. L'empire de Victoria Steinberg n'était pas seulement en train de s'effondrer, il était en train d'être démantelé en direct, retransmis en direct à un monde qui comprenait enfin comment les puissants s'attaquent aux plus faibles. Mais le plus beau moment est venu lorsque Sophia m'a regardé avec des yeux qui avaient retrouvé leur éclat. « Marcus, mon papa est-il vraiment parti ?» Je me suis agenouillé à côté d'elle sur le béton froid, choisissant mes mots comme des armes contre le désespoir. Le corps de ton papa a peut-être disparu, mais son combat n'est pas terminé. Ce soir, sa voix est devenue plus forte qu'elle ne l'a jamais été de son vivant. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été rendue avec intérêt par une enfant de 12 ans qui refusait de laisser le mal l'emporter simplement parce qu'il portait des costumes coûteux et vivait dans des tours de verre. La guerre était terminée, mais la victoire appartenait à tous ceux-là qui en avaient dit qu'il n'était pas assez important pour se battre.
Lorsque la société oublie de protéger les plus vulnérables, elle découvre que le véritable pouvoir n'a jamais été une question de richesse, mais plutôt de refus de laisser l'injustice avoir le dernier mot. 6 mois plus tard, le tribunal fédéral bourdonnait d'une énergie électrique, dangereuse, vivante. Les équipes de télévision se pressaient dans les rues comme des gladiateurs modernes se préparant au combat. Victoria Steinberg était assise sur le banc des accusés, vêtue d'une combinaison orange qui coûtait moins cher que le café qu'elle avait l'habitude de boire, son empire d'1 milliard de dollars réduit à des sacs de preuves fédérales et à des accusations criminelles qui ressemblaient à un catalogue des méfaits des entreprises. Mais le moment le plus fort est venu lorsque Marcus Williams, âgé de 12 ans, a pris place à la barre des témoins. La salle d'audience est devenue silencieuse alors qu'il passait devant les rangées de journalistes, d'avocats et de spectateurs venus assister à la justice en action. Son témoignage n'était pas seulement des mots, c'était un jugement. Chaque question à laquelle il répondait était un clou supplémentaire dans le cercueil de Steinberg, chaque détail une nouvelle fissure dans les fondations de sa défense chancelante. « Dites à la Cour comment vous avez identifié l'implication de l'accusé », a déclaré le procureur, d'une voix douce mais déterminée. Marcus a regardé Steinberg droit dans les yeux, ses yeux sombres reflétant le poids d'une vérité qui ne pouvait plus être enfouie. Elle a commis une erreur. Elle pensait que les pauvres n'avaient aucune importance. Elle pensait que les enfants sans abri étaient invisibles. Mais le fait d'être invisible m'a appris à voir tout ce qu'elle essayait de cacher. Sa voix ne vacilla pas, ne se brisa pas, ne s'excusa pas d'exister dans un monde qui avait tenté de l'effacer. Elle avait prévu de tirer profit de la mort d'une petite fille. Elle avait prévu de bâtir un empire sur la tombe de James Harrison. Mais elle avait oublié que certaines personnes se battent, même lorsqu'elles n'ont plus rien à perdre. Le jury n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour délibérer. Coupable de tous les chefs d'accusation. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le marteau tomba, le visage de Steinberg se décomposa lorsqu'elle réalisa que tout son argent, tout son pouvoir, toutes ses relations ne signifiaient rien face à une vérité inébranlable délivrée par le gardien le plus invisible de la société. Mais la véritable victoire ne se trouvait pas dans cette salle d'audience, mais dans ce qui s'est passé après, lorsque la justice est devenue plus qu'une punition et s'est transformée en guérison. La technologie de purification de l'eau de James Harrison a été mise gratuitement à la disposition du monde entier, exactement comme il l'avait prévu avant que des assassins ne tentent de faire taire sa vision. En quelques mois, des communautés sur 3 continents ont eu accès à de l'eau potable. Des villages qui souffraient de la contamination des puits ont soudainement retrouvé santé et espoir. Des enfants qui auraient pu mourir de maladies transmises par l'eau ont grandi en bonne santé grâce à l'amour d'un père qui a transcendé la mort elle-même. Cette technologie n'a pas seulement sauvé des vies, elle a sauvé des générations. Sophia Harrison, désormais légalement adoptée par le père de Marcus après que celui-ci ait trouvé un emploi stable grâce à un programme de formation professionnelle financé par la Fondation Harrison, a commencé son premier jour d'école avec un sac à dos rempli d'espoir et un tuteur qui comprenait que la famille n'est pas une question de sang, mais plutôt de ceux qui refusent de vous abandonner lorsque le monde tente de vous effacer. Elle portait l'héritage de son père non pas comme un fardeau, mais comme des ailes. Marcus lui-même est devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais pas de la manière dont les films hollywoodiens nous ont appris à l'imaginer. Il n'est pas devenu riche ou célèbre. Il est devenu quelque chose de plus précieux. Il est devenu le gardien de la vérité dans un monde noyé dans le mensonge. La Fondation Harrison lui a offert une bourse complète pour n'importe quelle école prestigieuse du pays, un ticket d'or pour rejoindre les rangs de l'élite privilégiée. Au lieu de cela, Marcus a choisi de rester dans son quartier, fréquentant l'école publique locale tout en travaillant à temps partiel pour la Fondation afin d'identifier d'autres cas de corruption dans les entreprises. Son point de vue unique, celui d'une personne qui avait vécu dans l'ombre de la société, le rendait précieux pour repérer les prédateurs qui pensaient que leur position les rendait intouchables. Il comprenait comment le pouvoir opérait dans l'ombre, car il avait appris à survivre dans cette même ombre. « Pourquoi n'avez-vous pas accepté cette bourse prestigieuse ?» lui a demandé un journaliste lors d'une interview télévisée 6 mois après le procès. « Vous auriez pu avoir tout ce que vous vouliez. » Marcus a regardé directement la caméra, ses paroles ayant un poids qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. Parce qu'il y a d'autres enfants comme moi ici. Des enfants dont la société fait semblant d'ignorer l'existence jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelqu'un à blâmer pour des problèmes qu'ils n'ont pas créés. Quelqu'un doit monter la garde. Quelqu'un doit s'assurer que les puissants se souviennent que même les plus petites voix peuvent faire tomber les plus grands mensonges. La fondation qu'il a aidé à créer ne s'est pas contentée de distribuer la technologie de Harrison, elle a créé quelque chose de révolutionnaire. Un réseau de défenseurs spécialement recrutés dans des refuges pour sans-abri, des foyers d'accueil et des communautés à faible revenu. Des personnes qui comprenaient la souffrance sont devenues les gardiennes contre ceux qui l'exploitaient. Ils se sont baptisés l'armée invisible. Et leur pouvoir ne venait pas des armes ou de la richesse, mais de leur capacité à voir l'injustice là où les privilégiés ne pensaient jamais à la chercher.
L'empire de Victoria Steinberg a été démantelé pièce par pièce. Ses actifs distribués aux victimes de la thésaurisation de l'eau par les entreprises à travers le monde. Son penthouse de Manhattan est devenu un refuge pour les familles sans abri. Son yacht privé est devenu une clinique médicale flottante au service des communautés côtières. Sa collection de voitures de luxe a été vendue pour financer des initiatives en faveur de l'eau potable dans des endroits où les enfants marchaient autrefois des kilomètres pour obtenir un seul verre d'eau contaminée. Tous les symboles de sa cupidité ont été transformés en monuments à la compassion humaine. Mais la plus belle transformation est peut-être celle qui est arrivée au père de Marcus, David Williams. La ville qu'il avait licenciée parce qu'il était remplaçable l'a réembauché, non pas comme éboueur, mais comme directeur de l'éthique des infrastructures urbaines, chargé de veiller à ce que les services essentiels ne puissent plus jamais être refusés à des personnes en raison de leur situation économique. L'homme qui collectait autrefois les déchets de la société protégeait désormais les plus vulnérables. Son nouveau bureau donnait sur les mêmes rues où il conduisait autrefois un camion poubelle, mais il avait désormais le pouvoir de garantir qu'aucune famille ne perdrait plus jamais son logement parce que les services municipaux étaient considérés comme des privilèges plutôt que comme des droits. Les répercussions se sont propagées bien au-delà d'une ville, d'une famille, d'un cas. Les universités ont commencé à étudier les méthodes d'enquête de Marcus en dispensant des cours sur la collecte de renseignements au niveau de la rue. D'autres entreprises, voyant le sort réservé à Steinberg, ont mis en place des programmes de conformité volontaire plutôt que de risquer d'être exposées par quelqu'un qu'elles n'auraient jamais vu venir. Un soir, alors que Marcus et Sophia étaient assis sur la jetée où cette histoire avait commencé, elle lui posa une question qui le marqua à jamais. « Marcus, tu crois que mon papa savait que tu allais nous sauver ?» Il regarda le soleil se coucher sur les mêmes eaux qui avaient apporté à la fois la tragédie et le triomphe dans leur vie, les mêmes vagues qui avaient transporté l'amour désespéré d'un père et l'espoir fragile d'une fille jusqu'à l'endroit même où un garçon sans abri qui n'avait rien à perdre attendait. « Je pense que ton papa savait qu'il y a des gens bien partout, même dans les endroits que la société oublie de regarder. Il avait confiance que quelqu'un choisirait l'amour plutôt que l'indifférence, le courage plutôt que le confort. » Marcus fit une pause, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Il avait confiance que la vérité trouverait quelqu'un d'assez courageux pour la porter, même si cette personne n'était qu'un enfant sans abri qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Sophia sourit et glissa sa petite main dans la sienne. Et il avait raison. Les vagues venaient doucement lécher le rivage, emportant avec elles l'écho de l'amour d'un père qui avait refusé d'être réduit au silence par la mort, et la preuve que parfois, les plus petites mains peuvent déplacer les plus grandes montagnes lorsqu'elles sont guidées par une croyance inébranlable en la justice.